Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Elle a révolutionné la recherche en biologie moléculaire et ouvert la voie à une nouvelle ère pour la médecine et la génétique. C'est une scientifique française, prix Nobel de chimie en 2020 et elle continue d'inspirer toute une génération de scientifiques. C'est Emmanuelle Charpentier et son portrait est à découvrir dans un instant. Pour notre sujet du jour, on va parler de médias et plus particulièrement d'éducation aux médias, puisque s'informer n'a jamais été aussi simple et paradoxalement n'a jamais été aussi complexe. Aujourd'hui, une grande partie des jeunes découvrent l'actualité directement sur les réseaux sociaux à travers un fil d'actualité où se côtoient à la fois des vidéos humoristiques, des opinions, des témoignages et des images spectaculaires et surtout parfois de fausses informations. Alors comment distinguer le vrai du faux? Comment identifier une source fiable et comment transmettre aux adolescents les bons réflexes à l'heure des algorithmes et de l'intelligence artificielle? On en parle avec notre invitée Lina Fourneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-autrice de cet ouvrage, Stop aux fake news, un guide destiné aux jeunes mais aussi aux adultes. Vous allez le voir, on va en parler dans un instant, mais d'abord place au focus. En 2020, elle devenait l'une des deux femmes à remporter le prix Nobel, qui était alors remis pour la première fois à un binôme 100% féminin. Aujourd'hui, son nom est donc ancré dans l'évolution de la science française et internationale. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier et elle est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Rencontre avec Emmanuelle, première. Malgré son savoir et son investissement, jamais Emmanuelle Charpentier n'aurait pensé pouvoir un jour inscrire son nom à la très courte liste des femmes françaises ayant remporté le prix Nobel. Diplômée d'un doctorat à l'Institut Pierre et Marie Curie, elle poursuit ses recherches en multipliant les post-doctorats. À partir de 2014, elle se focalise sur une branche de la génétique, la technologie CRISPR-Cas9. Le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseaux, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Donc vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupent de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Une découverte digne du bricolage, décrite comme les ciseaux moléculaires, qui consiste à couper les morceaux défaillants de l'ADN pour venir les remplacer par un autre. Cette découverte pourrait permettre de guérir certaines maladies génétiques, mais également pouvoir aider au niveau de l'agriculture. D'ici quelques années, nous pourrions voir arriver des plantes plus résistantes à la sécheresse ou au froid grâce à Emmanuelle. 25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifiques du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme? CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du génome dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans les génomes. Le fait assez surprenant est que la Française Emmanuelle Charpentier n'aurait probablement jamais pu faire ses découvertes si la biologiste avait décidé de rester sur le territoire français. En effet, une partie de ces découvertes sont considérées comme de l'OGM et donc interdites en France. Je vous remercie pour votre attention. On le sait, les habitudes d'information ont profondément changé ces dernières années pour beaucoup d'adolescents. Aujourd'hui, l'actualité n'arrive plus par le journal télévisé ou la radio, encore moins par les journaux papier, mais plutôt au détour d'une vidéo, d'un post ou d'une story sur les réseaux sociaux. Alors dans ce contexte, comprendre ce qu'est une source, savoir pourquoi on partage un contenu, identifier une manipulation devient une nécessité. Et c'est tout l'objet du livre de mon invité du jour à découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Cette invitée, c'est Lina Fourneau, co-autrice de cet ouvrage, donc Stop aux fake news, paru le 12 février aux éditions Magenta. Alors,
Lina, avant de parler de votre livre, j'aimerais qu'on dresse un petit peu le portrait de l'adolescent moyen qui consomme de l'information aujourd'hui. On sait que, comme je le disais, beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux désormais. Et quand on prend les 15-30 ans, 53% déclarent que les réseaux sociaux sont justement leur principale source d'information. Est-ce que cette génération, selon vous, elle distingue encore clairement ce qu'est une information, une opinion, du divertissement, ou est-ce que tout se mélange dans un même flux ? Oui, l'adolescent moyen, aujourd'hui, c'est sûr il est habitué aux réseaux sociaux. C'est un média pour lui. Peut-être que nous, notre génération, c'était pas tellement le cas. On a grandi un peu avec, mais en fait, on était habitué déjà aux médias traditionnels. Aujourd'hui, un adolescent moyen, en fait, il va être habitué au flux TikTok. Il va comprendre ce que c'est une information, mais ça va être toujours un peu difficile. Et c'est nous, avec Lise, ma co-autrice, c'est ce qu'on essaye de leur expliquer, ce que c'est une source et pourquoi toutes les sources, elles se valent en fait pas. Et pourquoi, quand on regarde TikTok, est-ce que le monde et est-ce que un internaute qui va diffuser des fake news, on va leur dire, voilà, attention, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même forme d'information. Et on leur explique également ce que c'est une opinion, tu le dis très bien, pourquoi quand quelqu'un te dit, il faut voter ça, c'est pas un journaliste qui te dirait ça, en fait. Alors vous qui intervenez en collège pour justement de l'éducation aux médias, est-ce qu'on observe le même type justement d'habitude chez les plus jeunes, c'est-à-dire les 10-15 ans, eux aussi, c'est essentiellement les réseaux sociaux ? Ouais, essentiellement, on va pas se mentir. Après, il y a aussi, ils utilisent encore des médias traditionnels, ils regardent encore la télévision avec les parents, mais il y a, enfin bon, la presse écrite, on oublie. Quoique peut-être la presse jeunesse, mais voilà. Après, ça dépend aussi du territoire. Est-ce que c'est un public favorisé, ou est-ce que justement, moi, ce que je trouve cool aussi des réseaux sociaux, c'est justement que les réseaux sociaux enlèvent toutes ces barrières d'inégalité. En fait, on sait très bien que, par exemple, avant, on avait aussi ce truc de... On écoutait les médias traditionnels avec nos parents. Aussi, par exemple, quand on avait un abonnement à une presse écrite, c'était pas tout le monde qui avait un abonnement à une presse écrite. Aujourd'hui, ça enlève quand même des barrières sociales, et ça, c'est très chouette aussi. Et ça, on le voit aussi dans l'éducation aux médias, quand on va à travers les territoires. On voit qu'il y a certaines barrières qui sont un peu écroulées, et c'est bien aussi de le voir. Et de le rappeler, que tout n'est pas acheté sur les réseaux sociaux. Non, en revanche, est-ce qu'ils confondent parfois la popularité d'un contenu, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre de j'aime, avec sa crédibilité ? Oui, bien sûr. Par exemple, on va voir que une fake news qui va devenir virale, par exemple, parce que ça les concerne, genre, par exemple, la rentrée scolaire est retardée. Alors, celle-là, elle fait vraiment un carton à chaque fois. Et en fait, parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont envie d'y croire, ça, la viralité, pour eux, elle est plus conséquente que sa fiabilité. Ils ne vont pas forcément penser à aller regarder sur un média traditionnel, est-ce que la rentrée scolaire a été retardée. Donc oui, là, vous avez anticipé ma prochaine question, qui était forcément, est-ce qu'ils vérifient les informations ? Est-ce qu'ils ont cette volonté, effectivement, quand il y a un petit doute, de se dire, je vais quand même aller voir s'il y a une autre source ? En fait, malheureusement, on a toujours un biais. Et toi, comme moi, on peut l'avoir aussi. Quand une information, en fait, quand une fake news nous fait plaisir, par exemple, la rentrée scolaire est retardée, franchement, on n'a pas envie d'aller vérifier si c'est vrai, on a juste envie d'aller se remettre au lit avec notre série Netflix. Et en réalité, donc, on a tous un biais. Nous, ce qu'on essaye de leur apprendre justement à travers les ateliers d'éducation aux médias, mais à travers ce livre aussi, c'est justement à leur apprendre comment aller vérifier, comment justement prendre cette information et s'assurer que c'est une vraie information. Ça signifie ça que quelque part l'information, elle est aussi devenue une expérience émotionnelle plus qu'un exercice rationnel ? Bien sûr. Pourquoi on se fait avoir par une fausse information ? C'est par les émotions, la peur, la gêne, le dégoût, la colère. C'est pour ça qu'on le voit quand il y a un gros événement d'actualité. Je prends un attentat, je prends le Covid-19, je prends tous ces éléments... Et j'en passe, et tous ces éléments-là, c'est des moments où on va voir les fausses informations se propager. Et c'est d'ailleurs, dans le livre, il y a l'interview d'une neuropsychologue, Sofiane Delmotte, qui explique en fait que quand les adolescents, le cerveau arrive à maturation à l'âge de 30 ans. Donc c'est hyper tard, franchement, c'est très très tard. Donc... Le cerveau, en fait, à ce moment-là, pour les adolescents, le chef d'orchestre,
n'est pas encore bien régulé et va plus aller vers les émotions que la raison. Et c'est normal qu'un adolescent, c'est pas parce qu'ils sont débiles ou quoi que ce soit, c'est juste que leur cerveau est pas encore très bien formé et que si eux tombent dans les pièges, c'est normal, c'est parce que leur chef d'orchestre va plus aller vers les émotions que la raison. Est-ce que dans ces circonstances des réseaux sociaux, de la montée des réseaux sociaux, vous estimez que cette génération, elle est plus vulnérable face aux fake news que les précédentes? Ou est-ce que c'est juste des mécanismes différents? Alors moi, je pense justement qu'ils sont vachement beaucoup plus habitués aux réseaux sociaux. Ils ont grandi avec, comme je te disais tout à l'heure, et en fait, ils savent s'y faire. Moi, je suis quand même impressionnée par eux à chaque fois que je vais les voir, alors que franchement, je pense qu'il y a une génération qui devrait plus nous faire peur. C'est plus la génération des baby-boomers qui, eux, on n'a qu'à regarder Facebook aujourd'hui, il y a une quantité de fausses informations. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui n'ont pas été habitués à l'usage personnel de l'information, dans le sens où eux, ils ont été habitués à que les médias traditionnels vérifient les informations pour eux et ils leur rejettent. Aujourd'hui, les adolescents, ils savent beaucoup plus faire le tri et je me fais pas beaucoup de soucis pour eux. Il faut juste qu'ils comprennent comment on fait ce tri. Bon, c'est plutôt un discours positif, parce qu'on a toujours un petit peu peur, effectivement, quand on se dit mon ado est sur les réseaux sociaux, de ce qui peut se passer. Mais finalement, vous, ce que vous rappelez, c'est qu'ils ont quand même une certaine expertise que nous n'avons pas eu forcément, en tout cas, dès le début. En revanche, pour revenir sur le sujet des fake news à proprement parler, comment ça se fabrique une fake news ? Comment est-ce qu'elle arrive jusqu'aux personnes qui souhaitent s'informer ? Il y a deux façons de voir la fake news. En fait, il y a une quantité de fausses informations différentes et du coup de catégories différentes. Mais moi, je vois deux grosses catégories. En fait, soit on diffuse une fausse information pour sa monétisation, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça se monétise très bien. On parlait de la viralité tout à l'heure. Plus une information va être diffusée, plus elle va coûter cher. Donc, en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de comptes qui vont aujourd'hui faire exprès de diffuser des fausses informations parce que ça rapporte, en fait. On ne va pas se mentir. Des fake news intentionnelles. Bien sûr. Et après, il y a la fausse information qui va plus être d'ordre politique. Quand on a, par exemple, on le cite dans le bouquin, mais quand on a des fausses informations qui vont être divulguées, par exemple, sur un plateau télé qu'on ne citera pas, qui va s'attaquer à l'immigration, voilà, si on dit les punaises de lit sont liées à l'immigration sur un plateau télé, on comprend très bien le message derrière, c'est qu'on veut s'attaquer à quelqu'un qui, les personnes issues de l'immigration, ça a un but en fait politique et aujourd'hui on le voit de plus en plus. Pourquoi ce livre aujourd'hui va être important, c'est qu'on arrive dans un contexte électoral. Bon, les adolescents, ils s'en fichent un petit peu, ils votent pas, mais ils voteront dans quelques années, en fait. Bien sûr, et ça construit aussi déjà leur sens politique quelque part d'entendre certains propos. Il y a aussi les fake news qui sont non intentionnelles, c'est-à-dire le fait de propager, de participer aussi à propager une fausse information sans le savoir, et ça aussi, ça augmente le potentiel de viralité de ces fausses informations. Bien sûr, aujourd'hui, une fausse information a beaucoup plus de chances de circuler que sa vérification. Donc aujourd'hui, on est un peu tous responsables en fait. On est tous un peu sur ce bateau et on doit tous faire un peu attention à comment on agit sur les réseaux sociaux. C'est hyper facile de repartager un truc parce que ça nous a fait peur, parce que ça nous a fait revivre quelque chose. Aujourd'hui, ça va être notre objectif à tous personnel, en plus de savoir utiliser les réseaux sociaux et de ne pas partager quelque chose immédiatement. Il faut prendre le temps, il faut regarder l'information, se dire qu'est-ce qui est dit, ça vient d'où, c'est quoi le contexte. Les ados, ils aiment bien regarder, et moi je trouve ça super bien aussi, les commentaires. Par exemple, sur TikTok, en fait, on a plein de petits enquêteurs qui enquêtent pour nous, et ça, c'est trop bien, qui regardent et qui disent « Attention, ce compte, il n'est pas fiable. Attention, cette vidéo, elle ne date pas des attentats. Ça a été diffusé avant. » Donc, je pense qu'on a tous notre responsabilité. Il faut tous qu'on soit responsables ensemble. Et on peut aussi, visiblement, s'appuyer un petit peu sur la communauté pour pouvoir, justement, détecter ces fake news. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont peut-être un peu plus problématiques que d'autres quant à la diffusion de fausses informations ? Aujourd'hui, on a des plateformes qui sont bien sûr plus problématiques parce qu'on parle beaucoup de TikTok, mais par exemple, récemment, on a eu X, anciennement Twitter, qui était un peu le réseau des journalistes, des politiques, qui a été racheté par Elon Musk, qui en a fait un peu son réseau social.
Aujourd'hui, il y a une quantité de fausses informations sur X parce que Elon Musk a décidé qu'il mettait en valeur n'importe quel compte, qu'aujourd'hui, en fait, lui, c'est un libertarien, en fait. Donc, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, pour lui, il n'y a pas de fausses informations, que toute information est bonne à prendre. Il n'y a pas de modération. Il ne veut plus modérer. Il a viré tous les modérateurs. Donc, par exemple, un réseau social comme X, il faut tout de suite le quitter. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup de médias aujourd'hui. Bon, on va continuer à parler justement des fake news, de la manière dont elles circulent et surtout de quelques conseils que vous pourrez retrouver dans le livre qu'on va décrypter en seconde partie. Mais d'abord, cap sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection rien que pour vous de Dylan Kohler. Voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée Lina Fourneau, co-autrice du livre Stop aux fake news, paru le 12 février aux éditions de Magenta, que j'ai juste ici en plateau et qu'on va continuer à décrypter en seconde partie d'émission, et c'est tout de suite. Alors Lina, juste avant de partir en pause, on a commencé à décrypter un petit peu la manière dont les fake news circulent sur les réseaux sociaux. Et la dernière question à laquelle vous avez répondu, s'il y a des personnes qui nous rejoignent, c'est le fait qu'il y ait certains réseaux qui sont plus sensibles que d'autres quant à la diffusion de ces fake news. Est-ce qu'il y a des sujets aussi peut-être qui sont plus propices à la désinformation chez les ados? Oui, bien sûr. Y a des sujets qui va déjà... Enfin, les sujets concernant l'école, ça va forcément plus les toucher. En fait, tous les sujets qui vont les toucher, le foot, enfin, voilà, c'est pas pour être caricatural, mais de toute façon, encore une fois, on a des biais. Donc, en fait, tous les sujets qui nous concernent, il y a des risques de propagation de fake news. Après, il y a aussi les sujets qui sont plus nationaux. En fait, quand il se passe quelque chose en France, je reprends l'exemple des attentats ou du Covid-19, c'est des sujets où on va savoir qu'il va y avoir une propagation exponentielle de fake news. Ça, c'est certain. Et quand on est sur des sujets qui sont peut-être moins importants, est-ce qu'on peut se dire c'est pas grave finalement si les jeunes ils se font avoir, ou est-ce qu'il faut quand même s'en inquiéter et se dire que ça ancre de mauvaises habitudes? Il faut s'en inquiéter. C'est pas pour être toujours alarmiste, mais voilà, il y a toujours... en fait, parce que c'est vraiment... une habitude, en fait. Comment on utilise, c'est comme nos habitudes d'information. Voilà, c'est comme nous, on va se réveiller, on va écouter la radio. Eux, c'est comment ils vont être sur les réseaux sociaux. Donc,
il faut s'en inquiéter parce que si, en fait, justement, dans un moment d'attentat où il y aura beaucoup plus de fake news, là, en fait, leur habitude d'information va être beaucoup plus fragilisée, en fait, parce qu'il y aura plus d'émotions, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'il y aura un danger de toute façon. Donc, prendre les bonnes habitudes dès le début. Exactement. Aujourd'hui, il y a aussi un élément qui entre en considération, c'est l'intelligence artificielle qui vient aussi bouleverser le monde de l'information dans son intégralité. Quels sont les points ici qui méritent notre attention tout particulièrement ? Je pense qu'on entend souvent en ce moment que l'intelligence artificielle va remplacer les journalistes. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on sorte tous de cette psychose collective parce qu'on ne remplacera jamais un bon journaliste de terrain, un journaliste d'investigation. Et puis, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle n'est pas du tout parfaite. On parle aussi de deepfake. Des deepfakes, c'est les images qui sont utilisées, qui sont en fait truquées pour faire croire à un discours. Ça serait, par exemple, elle n'existe pas, cette vidéo, n'essayez pas de la chercher, mais par exemple, ça serait Donald Trump qui dit « Moi, j'adore les personnes issues de l'immigration ». En fait, on sait très bien que ce n'est pas son discours, que ce n'est pas le bon contexte, que voilà. Et ça, on utilise l'intelligence artificielle pour enlever le discours. Mais aujourd'hui, elles sont encore imparfaites parce qu'on voit que les mains ne bougent pas de la bonne façon, les lèvres non plus. On peut s'en inquiéter, bien évidemment, mais on a aussi des médias qui doivent aussi protéger leurs journalistes, signer les chartes qu'il faut. Enfin, là, je plaide pour qu'il y ait vraiment une protection, par exemple, à la radio, qu'il n'y ait pas de clonage audio des journalistes par IA. Ça va être hyper important, par exemple. Et puis surtout, les journalistes, eux, peuvent participer au fait de décrypter les fausses informations, et c'est ce que font aujourd'hui énormément de médias qui ont des cellules dédiées. Vous avez parlé des deepfakes, pardon. Finalement, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir les déceler. Non, je ne crois vraiment pas. Et d'ailleurs, moi, quand je suis en atelier d'éducation média, j'en montre quelques-unes aux ados. Ils savent les décrypter, mais en fait, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu ironique parce que on voit sur une photo que Donald Trump a 3 jambes, que Emmanuel Macron a 6 doigts. Enfin, voilà, il y a encore des imperfections. Et puis aujourd'hui aussi, on leur dit, par exemple, une photo d'Emmanuel Macron qui aide les éboueurs. Est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'Emmanuel Macron ferait ça aujourd'hui ? Donc, en fait, c'est toujours la même problématique que les fake news. C'est en pire parce qu'il y a des moyens techniques beaucoup plus gros. Mais en fait, c'est la même chose. On prend le temps, on vérifie, on se soucie du contexte, on se soucie de qui parle. C'est la source, c'est toujours important. La source. Et en même temps, ça rejoint un petit peu le discours que vous aviez tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, malheureusement, même pour du divertissement, on est de plus en plus confronté à justement des images créées par intelligence artificielle, et quelque part, ça prépare aussi certainement les jeunes à détecter celles qui pourraient avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Alors, on va en arriver enfin à ce livre, même si on a déjà finalement dévoilé quelques-unes des informations que vous partagez à la fois dans ce livre et à la fois dans vos sessions d'éducation aux médias que vous animez dans les collèges. Mais on a quand même envie d'en faire découvrir un petit peu plus aux téléspectateurs. Déjà, pourquoi et pour qui ce livre ? Ce livre, il est surtout pour les ados de 10-15 ans, mais en réalité, moi, je pense qu'on peut commencer plus tôt, parce qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus tôt, les enfants ont des smartphones. Et puis, c'est pas que pour eux. En fait, moi, j'ai plein d'amis, de personnes de ma famille qui m'ont dit « Mais moi, j'ai appris plein de trucs » parce que, en fait, quand on n'est pas des médias, on apprend quand même des choses et puis chacun, il peut piocher dedans. Et puis, c'est aussi pour les parents, en fait, les parents qui sont inquiets de ce que leurs ados voient sur les réseaux sociaux pour les rassurer un peu et puis même pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent expliquer à leurs ados qui commencent à avoir un smartphone. Alors, je vais aller tout de suite sur la question qui fâche. À l'heure où les jeunes passent de plus en plus derrière les écrans, de plus en plus de temps derrière les écrans, de moins en moins derrière un livre, pourquoi avoir choisi le format du livre pour s'adresser à eux ? Alors, on n'a pas choisi que le format du livre parce qu'on a déjà, avec Lise, ça fait 3 ans qu'on fait des ateliers d'éducation aux médias, donc en fait, on va sur le terrain depuis 3 ans. Pourquoi le livre ? Parce que je ne pense pas non plus qu'il soit complètement déconnecté de la lecture. Et puis, je pense que c'est aussi un livre qui va être dans les CDI, dans les bibliothèques. C'est des endroits où ils n'ont pas forcément leur téléphone. Donc, s'ils peuvent prendre le temps, en fait, d'aller voir cette information autrement, puis c'est bien illustré. Voilà, c'est sympa. Je pense qu'ils ne sont pas non plus
complètement juste sur les écrans, c'est aussi bien de les déconnecter de temps en temps. Et vous l'avez évoqué, ce livre, il a été aussi pensé peut-être pour être utilisé en classe. Est-ce que ça peut être un support pédagogique aujourd'hui ? Oui, surtout qu'aujourd'hui, on sait que l'éducation aux médias est au programme de la classe de 4e, entre autres. Surtout, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les collèges, avec tous les soucis du pass culture, de nous faire venir. Voilà, on va peut-être pas rentrer dans ce côté politique, mais donc ça serait bien aussi que les profs, ils sont de plus en plus intéressés, les documentalistes, ils ont de plus en plus envie de faire de l'éducation média. Ils savent pas vraiment comment faire, ils sont pas journalistes, donc ils savent pas trop comment commencer. Bah nous, on leur offre cette possibilité avec ce livre. Avec ce livre. Bon, vous avez choisi une approche très concrète pour ce livre, puisque vous partez de questions qu'on pourrait retrouver finalement vraiment au quotidien, qui correspondent à des interrogations des adolescents. Est-ce que ce sont les jeunes eux-mêmes, quelque part, qui vous ont guidé dans l'écriture, dans la construction de ce livre ? Ouais, en fait, c'est marrant parce que ce livre, il a été hyper simple à écrire. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on devrait dire, mais si, en fait, vu que ça fait 3 ans qu'on est sur le terrain avec Lise, en fait, notre déroulé, on l'avait assez facilement parce que toutes ces questions-là, d'ailleurs, il y a une partie où on parle des idées reçues des adolescents sur l'information. En fait, tout ça, on l'a en tête. C'est un peu notre cours de toute façon. Et puis après, on l'a réactualisé avec de l'actualité plus récente, bien sûr, plus adaptée aussi. Mais tout le ton et tout ça, on l'avait déjà. Et puis c'est les ados, en fait, qui nous ont aidés à l'écrire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait aussi envie qu'ils soient dans le livre avec les témoignages. C'est eux qui ont vraiment réussi à nous trouver tout ce plan-là. Donc c'est un peu notre inspiration et d'ailleurs on les remercie parce que c'est vraiment eux qui nous ont permis de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et que vous continuerez à faire, j'imagine, encore J'espère. Longtemps. Quelles sont les questions qui vous tiennent le plus à cœur dans cet ouvrage, qui sont peut-être les plus urgentes, les points qu'il faut absolument mettre en exergue dans ce livre ? Je pense que je reprenais le truc des idées reçues. Aujourd'hui, on en a 2 qui, moi, me touchent, en fait, et qu'on voit aussi dans les témoignages. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire une information pour tous et à tous sans sauver aussi les journalistes, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un état de précarité. Voilà. En fait, c'est marrant parce que quand on arrive en atelier d'éducation aux médias, on nous dit souvent, voilà, moi je connais tel présentateur et madame, vous gagnez 1 million d'euros par mois et je me dis, bah non. Parce que sinon je ne serais pas là, mais non, mais je pense qu'il y a un truc, et ça c'est une première idée reçue, et il y a une deuxième idée reçue, c'est les journalistes sont en fait issus de familles complètement favorisées, issus de banlieues favorisées, de villes favorisées. Aujourd'hui, on va vraiment falloir travailler sur qui arrive à être journaliste et comment on les maintient dans le métier, qui fabrique l'information, parce qu'en fait aujourd'hui, si on veut que l'information parle à tous, il va falloir qu'il y ait de plus en plus de journalistes différents. Ça s'arrange, on va pas se mentir, mais aujourd'hui quand on va moi j'ai fait un atelier dans une banlieue à Champigny-sur-Marne, et en fait on a parlé ensemble et c'était hyper intéressant, on parlait ensemble des émeutes. C'est catastrophique aujourd'hui comment on parle des émeutes dans les médias traditionnels, et voilà, donc on va devoir réussir ensemble à je sais pas, ouvrir les rédactions à tous, mais ouvrir aussi les écoles. Enfin, ça, c'est pas moi, à ma petite échelle, qui vais pas pouvoir faire ça, mais aujourd'hui, si on a des idées reçues de la part d'adolescents qui ont que 14 ans, qui réalisent déjà que les journalistes viennent de milieux favorisés, c'est qu'il va falloir qu'on remette un petit peu en question notre métier. Bon, et justement, on espère que dans ce livre, certains ados, mais aussi parents, trouveront des réponses. Et ce qu'on retiendra de cette émission, c'est avant tout qu'il faut prendre le temps quand il s'agit d'informations. Et pour le faire, encore une fois, un livre à mettre dans toutes les bibliothèques pour adultes comme pour enfants. Merci beaucoup, Lina Fourneau, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes co-autrice de Stop aux fake news, paru le 12 février aux éditions Magenta. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec grand plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.